Chers amis, cette matinale Talk 5 continue ce vendredi matin. Je suis très heureux d'être là, bien entendu. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et ce matin, on reçoit Éric Dénessé. Bonjour Éric, comment allez-vous? Bonjour Nicolas, très bien, je vous remercie. Bon, ben on vous reçoit cette semaine dans le Talk 5. Vous étiez chez Clémence, bien entendu, pour parler d'un autre sujet, du Hezbollah et de ces fameux beepers qui ont explosé. Mais ce matin, je vous ai appelé pour que vous puissiez revenir, notamment sur ce très bon article que vous avez écrit dans la non moins excellente revue Histoire Magazine, qui est créée par Sylvie Dutot. Ça s'appelle La CIA et la guerre en Ukraine. Et je voulais qu'on revienne là-dessus, qu'on approfondisse le sujet, bien entendu. Chers amis, je vous invite, voilà la couverture de cette très très bonne revue. Si vous la connaissez pas, abonnez-vous vraiment, parce que c'est un travail colossal qui est fait avec d'excellentes plumes, d'excellents historiens. Éric Dénessé, vous travaillez vous avez écrit cette semaine, vous avez commis cet article, un nouvel article, qui ne va pas vous faire que des amis, vous le savez, mais c'est pour ça qu'on vous reçoit. La guerre de l'Antiquité à nos jours. Jetez-vous sur Histoire Magazine, créé par la très courageuse et professionnelle Sylvie Dutot. Allez, nous, on commence immédiatement. Éric, là-dessus, la guerre en Ukraine, ça fait quand même un petit moment maintenant qu'on y est, ça fait plus de 2 ans et demi. Et on découvre des choses au fur et à mesure, malgré ce qu'ont dit les médias mainstream, notamment. Et vous, sur cet article-là, c'est la CIA et la guerre en Ukraine, mais la CIA bien avant la guerre en Ukraine. C'était un article extrêmement profond sur... Finalement, on revient en arrière dans l'histoire sur comment la CIA finalement s'est positionnée en Ukraine dès la chute du mur, dès la chute de l'Empire soviétique. C'est ça l'idée de ce grand papier. Bien sûr, mais finalement, la CIA s'est polarisée sur l'Ukraine dès sa création, c'est 1947, donc on est au début de la guerre froide. Et alors, il y a une double raison pour cet article. C'est d'abord de montrer quel rôle joue l'agence américaine en sous-main dans le conflit, mais surtout, c'est de montrer que finalement, il y a une continuité très marquée de l'action de la CIA en Ukraine depuis 1947, et ça explique finalement pourquoi elle a pris parti d'une manière aussi radicale contre Moscou et pour l'Ukraine. Parce qu'il reste dans l'esprit des dirigeants américains cette espèce de vieil atavisme anticommuniste qui les amène finalement à avoir une vision faussée des choses. Et comment, enfin, on l'a bien vu parce que dès le début de votre article, vous parlez notamment du Washington Post, notamment d'un article, on se rend compte que la CIA a été présente en Ukraine, on le dit, mais au début on le dit, c'était nié dans les médias français notamment. Je parle cette implication de la CIA au sein de l'Ukraine face à la Russie. Là, il y a véritablement, on a beaucoup éludé cette question tout de même. Oui, parce que non seulement il y a eu une intervention très importante de la CIA pendant la guerre froide, donc ça veut dire qu'ils ont recruté beaucoup de personnes, ils ont financé beaucoup de mouvements, et des mouvements qui souvent d'ailleurs étaient des mouvements bandéristes, c'est-à-dire quasiment néo-nazis pour lutter contre le communisme. Ils les ont hébergés aux États-Unis, donc ces gens-là ont eux-mêmes développé des réseaux d'influence à Washington. Et puis, dès la fin de la guerre froide, les Américains ont essayé de nouveau de pénétrer l'Ukraine pour la détacher définitivement de l'influence russe. Donc ça a continué, et bien ça les a amenés très progressivement à partir de Maïdan en 2014 à aider les forces armées, les forces spéciales, les services de renseignement ukrainiens, et ça a conduit ipso facto au conflit qui a démarré en 2022. Oui, parce qu'on a finalement ce conflit, il n'a pas commencé en 2022, il n'a pas commencé avec l'invasion de la Russie dans les territoires du Donbass notamment, il a commencé bien avant, on vous le dit dans cet très bon article là-dessus. Mais alors c'est intéressant parce que vous dites aussi en introduction, en préambule de ce grand papier, que finalement la CIA a essayé d'éviter une escalade. Donc, ils se sont beaucoup impliqués dedans, vous l'avez dit, armes, financement, formation. Mais de l'autre côté, ils ont évité, comme ils le pouvaient, une escalade. C'est assez, je dirais pas incohérent, mais tout de même, ça pose une question quand on s'intéresse à l'histoire et à la géopolitique. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais c'est d'une manière le rôle des services spéciaux, c'est de travailler en dessous le niveau d'un conflit conventionnel. Et en réalité, dès le début de ce conflit, ils avaient à la fois des directives de Washington et il y avait des règles non écrites entre les Russes et la CIA. C'est-à-dire que les Russes leur disaient, écoutez, vous rentrez dans le jeu, vous aidez les Ukrainiens, soit. Nous, on y va, on cogne aussi de notre côté. Mais faisons attention à ce qu'il n'y ait pas de dérive, que ça ne monte pas aux extrêmes, que ça ne débouche pas sur une guerre nucléaire. Et donc, la CIA a à la fois beaucoup aidé les Ukrainiens, mais tout en essayant, en tout cas, c'est ce qu'on pense, de les tenir rênes courtes pour éviter que ça dérape. Et malheureusement, les Ukrainiens ont échappé à son contrôle à plusieurs reprises. Et puis il faut aussi rappeler que parfois ce sont les services britanniques qui poussent plus les Ukrainiens quand la CIA parfois veut freiner. Donc on est sur une situation très paradoxale.
Mm. La CIA, concrètement, vous parlez depuis 47, donc ça a quand même un sacré bout de temps. Est-ce que son action a pu évoluer en fonction des présidents américains qui sont succédés à la tête de l'État américain, Eric Dénessé, ou pas? Ou est-ce qu'elle a toujours eu le même rôle, finalement? Alors oui et non, parce que enfin, c'est une réponse normand, mais chaque Ouais. président, bien sûr, va avoir un comportement et des demandes différentes vis-à-vis de la CIA. Certains l'ont beaucoup sollicité, d'autres ne l'ont pas aimé. Mais Mm. donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact réel. Mais d'un autre côté, il y a des lignes de force, il y a une politique qui est lancée, qui existe au sein de l'agence. Alors elle est beaucoup moins autonome qu'on ne pense. Hein. Certains Ouais. disent il y a une politique, Ouais. c'est pas vrai. Disons que il y a des lignes de force qui transcendent les différents courants politiques et les différents présidents. Puis il y a aussi des directives très précises. Et là, on le voit très bien sur l'Ukraine finalement. Depuis 1947 jusqu'en 90 et de 90 jusqu'à 2022 et depuis 2022. C'est la même ligne politique qui est suivie, ce qui veut dire que aussi les cadres de la CIA parfois on peut pas dire une politique, mais conduisent Ouais. une stratégie qui n'est pas nécessairement remise en cause par la Maison Blanche. Oui. Alors, vous le dites, vous en avez parlé rapidement tout à l'heure, mais dès sa création, vous le dites dans cet article, dans Histoire Magazine, que la CIA a soutenu et financé des organisations ukrainiennes ultranationalistes, ayant d'ailleurs collaboré, c'est assez effrayant, collaboré avec le Troisième Reich pendant la Seconde Guerre mondiale, à vocation, vous l'avez dit, anti-soviétique, pour tenter d'affaiblir Moscou. Ça aussi, la CIA, franchement, dans ce rôle-là, c'est un jeu très trouble qui a été joué par la CIA depuis un certain temps. Hein. Alors, il faut être très objectif. L'ensemble des pays occidentaux l'ont fait à la fin de la Seconde Ouais. Guerre mondiale. Il y avait une véritable compétition entre les services britanniques, français et bien sûr américains pour récupérer notamment les scientifiques allemands qui avaient créé les armes spéciales, les V1, les V2. Voilà. Mais là où les Américains sont allés plus loin parce qu'ils avaient beaucoup plus de moyens, c'est que pour déstabiliser l'Union soviétique, en tout cas pour empêcher l'extension de la révolution, de la dictature prolétarienne, ils sont allés jusqu'à des niveaux de coopération avec ceux qui avaient travaillé avec les nazis qui ont été très importants. Alors, quelques exemples. D'abord, c'est la CIA qui a créé les services de renseignement ouest-allemands en récupérant le général Gehlen qui avait dirigé dans la Wehrmacht, non pas chez les nazis, mais tout le renseignement sur le front de l'Est. Et puis après, très systématiquement, ils ont essayé d'activer tous les mouvements anti-soviétiques. Et en Ukraine, où il y avait un très fort esprit de revanche, et avec ces groupes bandéristes que l'on voit aujourd'hui à travers les mouvements comme Azov et Haïdar, ils ont largement aidé, mais ils ont fait pire. Ils en ont récupéré un certain nombre aux États-Unis, à qui ils ont donné des moyens pour qu'ils lancent depuis Washington une guerre psychologique contre ce qui se passe en Russie et en Union soviétique à l'époque. Mais voilà, et ils ont continué à les soutenir pendant longtemps. Oui, effectivement, c'est intéressant. Aujourd'hui, quelle est la part encore de ces groupuscules sur le terrain, Azov et consorts? On en a beaucoup parlé, du moins vous en avez beaucoup parlé, Eric Dénessé et d'autres, quelques-uns. C'est moins le cas dans les médias mainstream aujourd'hui, mais est-ce que c'est toujours le cas sur le terrain ou pas avec Azov? Alors, les éléments qui ressortent, c'est qu'il y a toujours une forte proportion d'individus qui sont ultranationalistes. Alors, on peut les désigner de différents noms, mais c'est vrai que les références dans leur mouvement, dans leur symbolisme au nazisme sont quand même assez forts. Mais on voit qu'il y a finalement une liaison qui s'est faite où on trouve des éléments patriotiques dans ces groupes comme Azov et on trouve aussi des extrémistes dans l'armée classique. Et voilà, c'est beaucoup plus difficile à mon sens, à segmenter qu'au début de la guerre où vraiment les choses étaient beaucoup plus claires. Il y a aujourd'hui une espèce d'osmose qui s'est mise à cause du conflit lui-même. Je voudrais qu'on parle aussi de l'opération secrète, aérodynamique, cette opération. Comment ça s'est constitué et quelle était son ampleur au fil du temps? Et bien là, on vous évoquait effectivement ce qu'ont été les grandes opérations montées par les Américains pour essayer d'affaiblir la présence soviétique en Ukraine à partir des années 40 et début des années et tout au long des années 50. C'était une double opération de guerre psychologique pour décrédibiliser le régime qui était pro-soviétique et bien sûr les occupants soviétiques. C'était fait pour encourager le nationalisme et mettre en place des mouvements sécessionnistes. Ça a été fait aussi pour développer des maquis, bien sûr, qui pouvaient prendre des actions. Et d'ailleurs, on a vu que le Pentagone, et pas uniquement la CIA, avait monté un véritable guide de la guérilla pour prévoir des opérations très actives en Ukraine. Et ça montre bien finalement que c'était quand même un pion majeur pour
pour les Américains pendant cette guerre froide, parce que c'était le pays, à l'époque c'était une région de l'Union soviétique, Ouais. mais c'était la zone dans laquelle il y avait le nationalisme le plus virulent, le plus anti-soviétique, et puis le plus actif, sur lequel voulaient Ouais. se reposer les Américains, parce qu'on n'avait pas la même chose en Allemagne de l'Est, en Pologne, en Hongrie ou dans d'autres régions de l'Union soviétique. C'est intéressant l'idée que vous développez là, c'est-à-dire qu'ils se sont basés, les Américains se sont basés finalement sur la région, le territoire avec un nationalisme plus exacerbé pour faire une espèce de glacis ou du moins s'opposer aux soviétiques. C'est intéressant cette idée-là. Hein. Pour essayer, parce que c'est Ouais. jamais allé très loin et que le système répressif de l'Union soviétique, toutes ces Ouais. politiques communistes ont été d'une efficacité redoutable. Elles étaient sans pitié, elles ont cassé à peu près partout les mouvements les mouvements de guérilla, les mouvements clandestins qui ont été montés, non seulement par les Américains, mais par tous les Occidentaux. Il y a eu de très belles opérations de contre-espionnage lancées par Moscou sur un plan technique. Donc, ça n'a jamais marché. Les seules choses qui ont marché, c'est quelques dizaines d'années après, c'est les mouvements syndicalistes comme Solidarność en Pologne, et puis Ouais. après, on a vu en Hongrie. Mais tous ces mouvements clandestins, finalement, ont quasiment tous disparu sous la pression des services de police et de contre-espionnage soviétique. Et vous le dites, notamment, la CIA s'est adaptée aussi à l'époque, en 91, vous en parlez, avec la dissolution de l'URSS. Je cite votre article une nouvelle fois dans Histoire Magazine. Vous dites que la CIA va alors changer de méthode en passant et l'action politique clandestine va succéder à l'action paramilitaire. Donc, la CIA, finalement, s'est adaptée également au contexte au fil de ces années. Bien sûr, et puis finalement, ce ne sont que trois des modes de l'action clandestine. Hein. On passe de Ouais. l'action paramilitaire où on forme des maquis, on essaie même d'éliminer des dirigeants soviétiques. Ils viennent ensuite à l'action psychologique où là, on cherche Ouais. à créer un mouvement d'idées, à faire bouger les hommes et les femmes. Et puis, on termine par l'action politique, où là, effectivement, après la guerre froide, on aide à parvenir au pouvoir des éléments qui sont favorables à la politique occidentale et à la politique de Washington et de l'OTAN. Ensuite, Maïdan, vraiment Maïdan 2014, là aussi, on change concrètement de dimension par rapport à l'implication de la CIA, Maïdan, Victoria Nuland, tout ça. On voit bien que là, en 2014, est-ce que c'est vraiment un basculement, selon vous, Éric Dénessé, qui s'est passé en Ukraine par les services américains? Dans ces années-là, c'est à la fois ce qui s'est passé à Maïdan et quelques années Ouais. avant, dans les printemps arabes. Si les services de renseignement américains jouent un rôle, c'est beaucoup plus là une action des instituts politiques, du département d'État, des différents moyens d'influence américains. Et on le voit avec Victoria Nuland d'ailleurs, Ouais. sur le renversement d'un président Yanukovych qui a été légitimement élu, même si c'était une fripouille d'ailleurs, comme tous les prédécesseurs ukrainiens. Ouais. Le pays le plus corrompu au monde, et Yanukovych n'est pas pire que Timochenko ou que Yurchenko, il faut être très lucide là-dessus, il n'est pas meilleur non plus. Et donc là, on voit une action qui est vraiment une action de déstabilisation montée par les moyens d'influence américains, les ONG, voilà. Et c'est un véritable coup d'État. Je dirais dans lequel la CIA n'est pas le maître d'œuvre, mais bien sûr, elle y a joué un rôle en matière de renseignement et de soutien à tous ces mouvements qui ont pris la rue et qui ont renversé le régime. Comment ça se passe concrètement, la déstabilisation sur Maïdan notamment? C'est-à-dire qu'on met de l'huile sur le feu, on finance des fauteurs de troubles. Comment ça se passe en fait Alors, sur le terrain concrètement? il y a plusieurs actions. Il y a d'abord une action Ouais. médiatique très forte. Hein. On fait en sorte de salir l'image du régime au pouvoir, de ses exactions. Voilà, on essaie de faire monter de l'autre côté le côté bon enfant du mouvement Ouais. démocratique qui aspire à la liberté, à la transparence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on finance et on pousse à l'action des mouvements de rue, alors des mouvements pacifiques pour créer des Ouais. manifestations massives, mais aussi des mouvements activistes parfois durs qui peuvent aller jusqu'à qui s'en prennent aux forces de l'ordre pour déclencher une violence en répression, Ouais. mais aussi certains qui se font passer pour des forces de l'ordre pour faire croire que la répression est bien pire qu'elle n'est, ou qu'elle est déclenchée par les autorités. Voilà, et donc ça c'est orgueil. Puis après, il y a le soutien politique, c'est la prise de position des dirigeants américains, occidentaux en soutien à ce mouvement. Et là, ça a été cousu de fil blanc. On l'a vu dans les révolutions orange en Ukraine, d'ailleurs, quelques années plus tôt, dans les révolutions des roses en Géorgie, on l'a vu dans les printemps arabes. C'est quasiment le même phénomène. Et on l'a vu très récemment, c'est-à-dire au cours de cet été, au Bangladesh, où la première ministre a été débarquée finalement. Là encore, je ne porte pas de jugement sur ce qu'elle a fait,
mais elle a été débarquée face à d'énormes manifestations, tout simplement parce que cette femme avait refusé de signer un accord avec les Américains pour Ah ouais. l'installation de bases américaines et d'accords de défense. Et donc, c'est un nouvel exemple de ce qu'on appelle le regime change, Ouais. quand un chef d'État n'obtempère pas aux demandes de Washington. Oui, c'est absolument incroyable. Effectivement, vous avez bien fait de noter cet exemple-là, qui est assez récent, hein, il y a quelques semaines. Effectivement, on peut se poser des questions, mais je me souviens, lors de Maïdan notamment ou autre, nous avons dans les médias français quand même une couverture médiatique de l'irréveil des peuples, de liberté, de démocratie retrouvée. C'est assez gênant tout de même pour cette vision à une bande, je trouve. Ah ben, c'est l'instrumentalisation du politiquement correct. Ouais. Et bien Mm. sûr, et puis après, le deuxième élément que nous mesurons tous chaque jour, c'est le deux poids, deux mesures. Hein. C'est-à-dire que Ouais. quand un mouvement d'opinion lutte contre Washington, il est inacceptable. Mais quand un mouvement d'opinion lutte au profit de Washington, bien sûr, tout ce qu'il fait est justifiable. Mm. Ouais, ouais, c'est pour ça que le rôle des médias, on en parlera. Vous en parlez aussi. L'Ukraine, pays extrêmement corrompu. J'ai eu fait des revues de presse là-dessus, bien avant l'invasion de la Russie en Ukraine. Et effectivement, là, pour le coup, la corruption en Ukraine n'était pas cachée dans les médias français. C'est intéressant que cette donnée ait totalement disparu, puisque ça nous ramènera, j'imagine, à Volodymyr Zelensky, qui n'est pas le plus des honnêtes hommes des chefs d'État. Enfin, je ne crois pas trop m'avancer en disant ça, hein, à première vue. Hein. Non, bien sûr. Alors, on a raconté des tas de choses sur Poutine en disant que c'était le chef de Ouais. la mafia russe, que c'était Mm. comment dire, un homme qui s'était considérablement enrichi. Alors, c'est probablement vrai, mais Zelensky, à son niveau, fait pire parce que Mm. Poutine, on peut lui reprocher des tas de choses, mais il a réussi à redresser la Russie. Et pour les Russes, c'est important. Zelensky, qui est largement encore plus corrompu, a été attaqué en justice par comment dire, sur différents sujets, notamment un collectif de journalistes l'a accusé de blanchiment d'argent, de détournement de fonds, de manière extrêmement argumentée, mais tout ça a été bien sûr caché sous la table dès le début du conflit. On peut dire que le gouvernement ukrainien fonctionne comme un gang. Même Ouais. si de temps en temps certains ministres ou responsables qui sont débarqués, c'est un Mm. gang qui s'est considérablement enrichi depuis le début du conflit, bien sûr en bénéficiant de l'aide des pays occidentaux, mais qui ne servent pas qu'à l'armée ukrainienne, qui servent aussi à enrichir finalement ces oligarques. Et ce qui est pire que tout, c'est que Zelensky envoie ses propres hommes à la mort, donc c'est quelque chose d'absolument inadmissible. Et ça mériterait d'ailleurs que le peuple ukrainien commence à réagir après 2 ans et demi de conflit contre ce tunnel totalement désastreux dans lequel celui qui n'est même plus le président de l'Ukraine, Ouais. finalement, a son Oui. pays. Oui, parce que il devait y avoir de nouvelles élections qui ont été reportées, me semble-t-il. Non, c'est ça, Éric Dénessé, hein. Donc, il n'a plus aucune légitimité démocratique ni électorale, si ce n'est que celle que lui donnent les autres dirigeants occidentaux. Ouais. Il est dans le déni total parce qu'il a publié, pas plus tard que ce matin, son nouveau plan son nouveau plan pour obtenir la victoire contre Ah la oui. Russie. Donc, en Ouais. fait, il fait durer la guerre parce que plus la guerre dure, plus lui-même et son entourage s'enrichissent. Je crois qu'il faut être très clair sur ce sujet-là. Oui, ça, c'est une idée forte, effectivement. On a vu le nombre de ministres qui ont été débarqués, le nombre d'affaires de corruption. Il y a eu pas mal d'informations, ou du moins de rumeurs, je sais pas, vous allez nous le dire, sur des achats de villages. Je sais que c'est beaucoup. Alors, est-ce que ça c'est vérifié ou pas? Mais du moins, la corruption, notamment avec les aides de l'Union européenne, hein, beaucoup de milliards ont été envoyés en Ukraine. Là, il y a véritablement un système de corruption généralisé sur ces questions de financement de la guerre en Ukraine, Éric Dénessé, ou pas? Oui, parce que l'Ukraine était déjà l'un des pays les plus corrompus au monde, en tout cas parmi les pays occidentaux du Ouais. Nord, c'est-à-dire avant le début du conflit. Elle l'est devenue encore plus depuis le début du conflit. Corruption à tous les étages. Ceci dit, ce n'est pas non plus une spécificité ukrainienne. On a vu en Russie que Poutine avait débarqué un certain nombre de généraux. Encore ces jours Ouais. derniers, certains sont poursuivis en justice. Donc dès que l'argent commence à couler à flot et que les commandes se multiplient dans tous les domaines, eh bien la nature humaine, dans ce qu'elle a parfois de plus critiquable, reprend le dessus. Et ce sont des choses que malheureusement on voit. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les critiques à l'égard de la Russie sont multiples, elles sont en partie Ouais. fondées, mais Mm. je dirais la situation en Ukraine est bien pire et on fait de Zelensky, de son entourage, des héros, des chevaliers blancs de la démocratie, alors que c'est encore plus faux que ce qui se passe à Moscou.
Et oui, parce que c'est toujours pareil aussi sur cette guerre en Ukraine. Il est très difficile d'avoir un regard comme le vôtre, Éric Dénessé, dans les médias notamment. C'est très compliqué finalement d'avoir cette vision un peu plus, on va dire objective ou moins une autre vision là-dessus. Les médias français sont quand même manifestement pro-Zelensky et anti-Poutine. C'est une réalité, même s'ils reprochent à la Russie de faire la propagande de guerre, alors que bien sûr qu'il y a la propagande de guerre dans les deux sens. Ça aussi, c'est un véritable problème sur l'information que nous devons comprendre de cette guerre en Ukraine. Oui, c'est devenu quelque chose, c'est un jeu de dupes parce que tous les médias français ont pris fait et cause contre la Russie, sans se poser la question quels étaient les intérêts de la France. Et finalement, ils sont encore plus partiaux que ne le sont eux-mêmes les journaux américains, qui pourtant, on le sait, dans les relations avec la CIA, notamment pour le New York Times et le Washington Post, sont connus. Ils ont joué un rôle historiquement pour diffuser un certain nombre d'informations de l'agence centrale américaine. Donc, c'est une autorité. Chez nous, c'est absolument terrible. Non seulement ce sont les médias, mais un certain nombre d'experts qui, pour des raisons diverses et variées, ont pris délibérément ce côté partial. Et dès qu'on essaie de rétablir une forme d'objectivité, on est bien sûr, mais vous le savez, nous ne sommes pas les seuls, taxés d'être pro-russe. Écoutez, ça ne nous touche pas beaucoup. Nous continuons notre travail d'analyse factuelle. Je ne dis pas qu'il n'arrive pas de nous tromper, et surtout sur un conflit qui évolue aussi vite. On fait tous à un moment ou à un autre des petites erreurs qu'on essaie de corriger dans les jours qui suivent. Mais honnêtement, je pense que avec les différentes personnes qui composent notre équipe et d'autres analyses que vous invitez de faire aussi, il y a là un effort d'objectivité pour les auditeurs qui me semble très utile. Et surtout qu'on essaie, nos téléspectateurs peuvent comparer votre discours avec les autres et avoir une vision, à mon sens, de multifacettes. Et ça me semble le minimum quand on s'adresse à des citoyens, me semble-t-il là-dessus. La responsabilité de la France aujourd'hui, on a eu François Hollande avec les accords de Minsk 1 et 2. Aujourd'hui, Emmanuel Macron qui va signer des accords de sécurité avec Zelensky sans l'accord du Parlement. Là-dessus, il y a la France, entre Hollande et Macron, bon, ça représente quand même quelque chose d'assez étonnant pour notre pays et pour nos intérêts. Est-ce que nous avons des intérêts en Ukraine? C'est une question qui finalise finalement, qui chapeaute tout ça. Non, nous n'avons aucun intérêt en Ukraine et malheureusement, cette politique française désastreuse, il faut la faire remonter à Jacques Chirac sur la fin de son second mandat, lorsqu'il y a eu les attentats du 11 septembre, l'invasion de l'Irak en 2003, où il s'était opposé à juste titre avec Dominique de Villepin, et puis la peur que les Américains nous sanctionnent l'a amené à commencer à faire volte-face, et puis Nicolas Sarkozy, qui était l'homme des Américains, nous a réintégrés dans l'OTAN. François Hollande a menti de manière effrontée avec Angela Merkel sur les accords de Minsk, et puis Emmanuel Macron va encore plus loin dans sa politique pro-américaine, en se faisant parfois l'élément avancé de la politique de Washington pour soutenir Zelensky. On l'a vu sur toute l'espèce de mascarade où il nous a laissé croire qu'il allait envoyer des soldats français se battre en Ukraine. Et heureusement, les autres Européens l'ont calmé, mais effectivement, nous sommes très très loin d'une politique de souveraineté et d'indépendance, de l'héritage du général de Gaulle. Il ne faut pas en permanence rappeler le gaullisme, mais il y a quand même des lignes de force dans la doctrine gaulliste qui ont fait que la France est restée un grand pays en dépit de la défaite qu'on a connue pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous n'avons plus d'hommes politiques de ce niveau-là, et tous sont, je dirais, pour faire une métaphore historique, des gallo-américains, comme il y a eu des gallo-européens, qui finalement défendent davantage les intérêts de Washington que ceux de notre propre pays. C'est ça la question qui se passe. C'est véritablement une vassalisation totale aux États-Unis. C'est terrible. Pourquoi en est-on arrivé là? J'essaie de le comprendre et je suis persuadé que vous allez nous donner des éléments de réponse. Mais pourquoi cette vassalisation totale et est-ce qu'Emmanuel Macron est le parangon ultime des intérêts de Washington quelque part? Alors, il y a plusieurs explications. Il y a d'abord le fait que pendant toute la guerre froide et depuis la fin de la guerre froide, il y a un véritable travail psychologique des Américains qui a été fait sur les élites françaises. Alors, à juste titre pendant la guerre froide, parce qu'ils nous ont permis de lutter contre le communisme de cette époque et l'expansion, en tout cas les actions soviétiques et la propagande du Comintern. Donc, ça a contribué à faire adhérer les gens de plus en plus à l'idéologie américaine. Il y a les questions économiques qui montraient que le libéralisme, en tout cas,
apporter beaucoup plus de bienfaits que l'économie planifiée. Et puis de plus, il y a aussi des femmes et des hommes qui le font parce qu'ils y trouvent des intérêts personnels et souvent de nature financière. Et puis il y a de plus en plus de personnes dans les élites dirigeantes qui considèrent que la France est un petit pays, que nous ne pouvons rien faire sans les Américains, que l'Europe n'est pas assez puissante et que la seule façon de sauver quelque chose, c'est d'adhérer à 200% à ce que disent les Américains. Donc voilà, il y a à la fois des actions subliminales, des actions d'intérêt, et puis une analyse stratégique qui me semble fausse, mais qui amène certains à penser qu'il n'y a pas d'autre solution que d'adhérer au camp américain pour maintenir le bateau hors de l'eau. Ouais, contre nos intérêts, en plus contre nos intérêts. Contre ce que vous et moi et de nombreux autres considérons comme les intérêts de la France. Mais là, Ouais. il y a vraiment parfois un débat en disant non, les intérêts de la France ne sont plus là. Il faut que nous soyons intégrés au camp occidental pour, pour continuer à exister. Alors, bien sûr, je suis tout à fait opposé à cette analyse, mais ça relève aussi d'une perception stratégique tout à fait particulière. Ouais, on regardait rapidement, notamment les coûts induits de la guerre en Ukraine. Alors, je ne parle pas que des aides apportées à la guerre en Ukraine, mais je parlais des coûts induits, le prix de l'énergie et tout ce qui est l'inflation. En fait, tout ce qui a été, c'est pas que lié à l'Ukraine, bien entendu, mais tout ce qui a été induit par rapport au bouclier énergétique, notamment, c'est entre 64 et 65 milliards d'euros. Voilà ce que ça a coûté aux Français. Enfin, je pense qu'à un moment donné, si certains médias faisaient leur boulot en leur disant que ça nous avait coûté autant, je suis pas sûr que l'opinion publique, ce qu'on appelle pompeusement l'opinion publique, serait tout à fait d'accord, notamment avec la situation politique que nous vivons et budgétaire que nous vivons actuellement. Hein. Non, mais non seulement il y a ces chiffres-là, mais il y a aussi l'impact sur l'économie européenne Ouais. et sur la nôtre, mais sur l'économie européenne, puisque nous sommes maintenant tellement, je dirais, interpénétrés que le fait que l'économie allemande est plongée, comme on le voit, a aussi un impact sur notre, sur notre activité. Donc oui, 2 ans et demi de ce conflit, avec des sanctions totalement improductives qui sont retournées contre nous, avec ces politiques énergétiques totalement irresponsables que nous avons conduites. Dans la situation dans laquelle la France se trouvait déjà avant le début du conflit, où indéniablement la croissance de la dette publique avait pris déjà des proportions très importantes, mais tout ça se trouve encore plus exacerbé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'un nouveau gouvernement va pouvoir faire d'efficace à court terme pour sauver la situation. Oui, complètement. L'Union européenne, parlons-en aussi, Eric Dénessé, le jeu d'Ursula von der Leyen qui a déclaré à droite à gauche, qui s'est pris pour une véritable, selon moi, une véritable impératrice sans aucun mandat international. Là aussi, l'Union européenne a énormément contribué, notamment par les aides. Il y a eu beaucoup de milliards envoyés. Là aussi, il y a des questions qui se posent sur le rôle de l'Union européenne. Oui, alors là, très objectivement, on est en affaire à une femme qui est sortie de son rôle, mais vu que finalement personne ne l'a remis sur le droit chemin, aucun chef d'État européen, ça veut donc dire qu'il y a un consensus pour la laisser agir d'une manière ou d'une autre. Ce qui est intéressant, c'est de voir que depuis quelques semaines, les Allemands font un petit peu marche arrière en raison de la difficulté économique. Ils vont diminuer par 2 l'aide à l'Ukraine. Voilà. Et comment est-ce qu'Olaf Scholz va faire pression ou pas sur von der Leyen pour que peut-être il y ait une évolution de la politique? J'en suis pas sûr parce que le fait que l'ancienne première ministre estonienne ait été nommée comme haute représentante sur la politique étrangère va encore probablement durcir notre politique vis-à-vis de Moscou parce que c'est une femme qui est très anti-russe. Voilà. Et puis ça fait partie là aussi des incohérences de l'Union européenne. Un pays de moins de 2,5 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'à peine du niveau d'une région française, joue un rôle de premier plan. C'est quand même quelque chose qui n'est pas normal quand on a des pays comme l'Allemagne, l'Italie et la France dans l'Union européenne de confier les rênes de la politique étrangère à des petits pays tout à fait charmants et tout à fait respectables, mais aussi insignifiants politiquement et surtout autant anti-russes. Ouais. En plus, on imagine quand même qu'on avait quand même une diplomatie. On avait le Quai d'Orsay qui était quand même le sacro-saint lieu de la diplomatie. Et la France avait une véritable voix dans le monde. Vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, tout ça a été détruit. Emmanuel Macron a détruit le corps diplomatique et finalement, on se retrouve être, on l'a dit, une vassalisation, mais c'est une régression totale de notre pays dans la diplomatie étrangère. Et ça aussi, c'est extrêmement inquiétant pour nous Français. Oui, mais malheureusement, c'est la suite de ce qu'on a vu depuis le début des années 2000 avec la guerre contre le terrorisme, les printemps arabes, où là aussi, sur des opérations en Libye ou en Syrie, nous avons plus ou moins suivi les Américains ou les Anglais aveuglément en
ayant des positions politiques qui ont été totalement contraires à nos intérêts. On l'a vu ensuite au Mali à partir des années 2013, où si nos militaires ont fait un travail remarquable, la politique et à un moindre degré les diplomates n'ont pas su du tout sur un plan, dans leurs relations avec les États africains, produire quelque chose d'intéressant. Et donc, c'est non seulement aujourd'hui le départ d'Afrique, la perte de crédit au niveau européen, et puis surtout, les pressions américaines ont été très importantes. L'Union européenne, ou en tout cas le camp occidental en Europe, ce n'est plus l'axe franco-allemand, et ce n'est même plus les Italiens. On est vraiment sur ceux qui donnent le ton aujourd'hui, ce sont les Britanniques, les Polonais, l'ensemble des pays de l'Est qui sont, ex-républiques soviétiques qui sont anti-russes, et finalement tous ceux qui seraient plus favorables à avoir une position médiane vis-à-vis de Moscou, à entrer dans des négociations, passent au second plan. C'est le cas de Paris, bien sûr, mais aussi de Berlin. Une dernière question, Éric Dénessé, avant la fin de notre entretien. Vous dites notamment dans cet article, Histoire Magazine, achetez-le. Vous dites finalement qu'aujourd'hui, la CIA, est-ce qu'elle risquerait de perdre une certaine forme de contrôle? Vous le dites, il y a de plus en plus de frappes à l'intérieur de la Russie qui se sont intensifiées, contrairement à la condition fondamentale posée par les États-Unis pour soutenir Kiev. Finalement, perdre le contrôle, je sais pas, mais ne maîtrise pas tout sur place. C'est ce que vous semblez dire dans l'article. Oui, alors on peut l'analyser de deux façons. D'une part, on sent que les Ukrainiens n'ont vraiment pas apprécié que les Américains de la CIA les brident sur certaines opérations, parce que les Ukrainiens, les services ukrainiens se disaient nous allons frapper en profondeur dans le territoire russe, et là les Américains, la CIA au début leur avait dit attention, ça va déclencher un conflit, donc ils limitaient beaucoup leur action. Donc les Ukrainiens leur ont échappé dans un certain nombre de cas. Et puis dans d'autres cas, je soulève l'idée aussi d'un double discours de la CIA, de dire à Moscou, écoutez, nous contrôlons les Ukrainiens, nous n'irons pas au-delà, et quand les choses se produisent, c'est parce que les Ukrainiens nous échappent. Mais voilà, et il y a quand même des éléments qui nous permettent de dire que notamment l'offensive de Kursk qui a eu lieu cet été a été d'abord lancée par les Britanniques, des services britanniques qui, eux, voulaient absolument ont intérêt à ce que la guerre se prolonge, parce qu'ils ont déclenché l'opération au moment où les Américains étaient en pleine convention républicaine et démocrate. Les Américains, c'est-à-dire le Pentagone, la Maison-Blanche et l'opinion américaine, ne se préoccupent absolument plus de l'Ukraine. Il y a que les néoconservateurs autour de Sullivan qui essaient de faire en sorte que la guerre dure au moins jusqu'aux élections pour qu'on ne les accuse pas de l'avoir perdue. Par contre, la CIA, en sous-main, a toujours, elle aussi, une action et on ne peut pas dire qu'elle n'ait pas été informée de l'offensive de Kursk à laquelle elle a probablement contribué aux côtés des Anglais, alors que le Pentagone et la Maison-Blanche ont probablement été totalement surpris par cet événement. Donc là aussi, plusieurs centres de pouvoir aux États-Unis, dont la CIA peut être considérée comme l'un d'entre eux, qui ne sont pas nécessairement toujours d'accord entre eux, qui ont des stratégies différentes. Donc ce qu'on ne voit pas en France, c'est cette capacité sur certains points de l'agence américaine d'avoir une politique qui peut-être lui est propre. En tout cas, merci beaucoup Éric Dénessé pour être venu dans Tocsin cette semaine pour nous parler de ce très bon article. Je vous le rappelle, chers amis, c'est dans Histoire Magazine, la guerre de l'Antiquité à nos jours, et retrouvez bien entendu le très grand papier intéressant, toujours brillant, bien sûr, d'Éric Dénessé, la CIA et la guerre en Ukraine, dans Histoire Magazine, qui est géré de main de maître par Sylvie Dutot. Je vous remercie, cher Éric Dénessé. Merci d'être revenu cette semaine dans Tocsin. En tout cas, vous êtes notamment, j'ai oublié de le dire en introduction, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Et vous avez plusieurs ouvrages aussi qui sont parus chez, toujours pareil, au Centre français de recherche sur le renseignement. Merci beaucoup, Éric Dénessé. On vous souhaite un excellent week-end et un excellent vendredi. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. 7h30, 9h30.